avant d'évoquer cette thématique sur cette vaste question, pourquoi et comment philosopher avec les enfants, est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler comment vous avez découvert la philosophie, parce que c'est arrivé sur le tard un peu pour vous, Brigitte. J'appuie. Oui. Bonjour, merci de vous être levé pour venir ici. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de votre effort. Merci pour le mot rencontre, parce que c'est vraiment ça. J'ai rencontré la philosophie, je ne suis pas tombée dedans jeune, je l'ai rencontrée et je peux exactement dater cette rencontre. J'avais 37 ans et demi, comme disent les enfants, et demi et un peu plus. Et je me suis offert une année sabbatique. J'étais en entreprise, j'étais une merveilleuse abeille dans la ruche, et j'ai pu m'offrir une année sabbatique, et je suis allée à la Sorbonne parce que j'étais maman, donc je ne pouvais pas aller faire le tour du monde, ce que j'aurais fait naturellement. Et en fait, je suis allée à la Sorbonne, et là, j'ai pris des cours de philosophie. J'avais un diplôme qui me donnait une équivalence en philo, ce qui était ridicule, parce que j'avais un diplôme d'école de commerce. Et il y avait deux sortes de cours. Il y avait des cours, je ressortais en colère, parce que je n'avais pas rien compris. En colère et un peu humiliée quand même. Je ne savais pas de quoi le prof avait parlé, mais quand je vous dis ça, c'est pas du, comme on dit maintenant, du storytelling. C'est vraiment vécu. Et puis des cours où je ressortais sur un nuage, avec l'impression d'être un peu plus intelligente. Ça durait un quart d'heure. Mais tant pis, c'est pas grave, même un quart d'heure, c'est bon à prendre. Et puis en rentrant à la maison, donc ça a été un choc. Et donc je peux dire, sans que ce soit faux, je peux dire que j'ai commencé à penser à 37 ans. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai fonctionné jusqu'à 37 ans et j'ai commencé à me poser des questions, à réfléchir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rencontrer la philosophie pour penser. Ça veut dire que quand on est issu d'un milieu comme le mien, c'est-à-dire un milieu, comment je vais dire, mes parents sont plus sur Terre, je peux peut-être tout dire maintenant, un milieu dogmatique, un milieu où on grandit avec des catalogues de réponses, un milieu où, quand on demande si au moment de la communion à l'église, on mange vraiment le corps de Christ, on a une maman qui se prend la tête et qui fait « mais c'est pas possible que tu poses cette question ». C'est-à-dire que, voilà, avec tout l'amour que j'ai eu, mais voilà, catalogue de réponses. Donc, quand on a un catalogue de réponses, et c'est ce que je vais essayer de transmettre dans Comment philosopher avec les enfants, excuse-moi, je fais déjà une digression, mais je t'avais prévenu. Je sais. Le premier truc, c'est de ne pas apporter de réponse. Parce que la réponse, c'est une porte qui claque au nez, alors que la question d'enfant, c'est une invitation à se promener en questionnement. Mais nous, adultes, notre premier réflexe, et en grande partie pour calmer nos angoisses, surtout sur des questions fondamentales, c'est de répondre. Voilà comment j'ai rencontré la philosophie, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait dans ma vie des fenêtres qui se sont ouvertes et un vent, une brise, des tornades parfois dérangeantes qui sont rentrées. Et comment vous êtes arrivé à vous intéresser, à ouvrir finalement la philosophie aux enfants? Eh bien, en fait, en rentrant des cours de la Sorbonne, j'étais à la maison avec ma fille aînée qui avait 7-8 ans, ses amis. Et puis quand vous préparez le dîner, vous épluchez les pommes de terre, les carottes, vous avez un enfant qui débarque dans la cuisine et qui vous dit pourquoi on meurt, qui vous dit pourquoi il y a des pauvres dans la rue, qui vous dit pourquoi il y a des guerres, qui vous demande si Robin des Bois c'est un héros ou un brigand. Et là vous vous dites c'est dingue. Ce sont des questions philosophiques. Et c'est ce choc qui s'est passé entre ce que j'étais en train de vivre, moi adulte, et ce que j'entendais, ou en tout cas ce que j'écoutais un peu mieux, qui a fait que je me dis, mais ils sont dans l'âge philosophique beaucoup plus que les adultes. Parce que les adultes, on se demande quelle voiture on va acheter, où on part en vacances, si on a la chance de pouvoir partir en vacances, quand on va faire les courses. On se pose de moins en moins ce genre de questions. Et donc je me suis dit, mais les enfants, c'est eux qui sont dans un âge philosophique. Et donc, j'ai eu ce désir de leur transmettre mon émerveillement. C'était ça en fait.
pas un savoir, mais mon émerveillement que j'ai eu la chance de vivre en étant grande, en étant adulte. Et voilà. Avec un côté pratique quand même, Brigitte, alors que ce soit dans les livres, hein, où voilà, c'est des exemples concrets, ou dans les ateliers que vous avez pu animer hier à la Maison des Enfants, on est vraiment dans la pratique de la philosophie. Voilà, vous n'êtes pas là pour expliquer comment ça fonctionne, vous les faites travailler. Pourquoi t'allais dire un truc Vous n'êtes pas là pourquoi Vous n'êtes pas là pour... Les mouches. Oui, non, mais pour juste enseigner et donner une parole, mais juste les faire pratiquer, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. J'ai entendu, il y a des discours implicites. Oui, je ne suis pas là pour ça. C'est-à-dire que... Alors, comment ça se passe? D'abord, je voudrais citer Michel Puech. Vous savez, je vous ai dit, il y avait des cours où je sortais sur un nuage. Là, c'était, entre autres, les cours de Michel Puech, qui est maître de conférence. Il faut que je m'approche plus, ou ça va? Non, ça va. Les cours de Michel Puech, qui est maître de conférence à la Sorbonne, c'est un spécialiste de Kant. Et le premier cours auquel j'ai assisté, c'était la religion dans les limites de la simple raison. Vous voyez, là, je vous parle aussi du milieu dogmatique dans lequel j'étais sur tous les plans, hein, religieux, économique, de la pensée. Donc, ce cours de Michel Puech, c'était dingue. Vous voyez ce que je veux dire, ce sentiment d'être élevé. D'ailleurs, les enfants, on les appelle des élèves, on est censé les élever. Et bien, j'ai été voir Michel, parce que ce que je voulais faire, quand j'épluche mes carottes et que j'entends les questions incroyablement philosophiques des enfants, ça s'appelle de la vulgarisation. Et la vulgarisation, si on n'est pas hyper fort, c'est de la bouillie de chat. Donc, moi, seule, j'aurais fait de la bouillie de chat. Parce que je n'avais pas du tout cette épaisseur qu'il faut pour pouvoir transmettre et vulgariser. Donc, j'ai été voir Michel Puech, je vous dis ça en fanfaronnant, j'ai mis 1 mois et demi à oser aller lui parler. C'est pour vous dire, comme la philosophie m'impressionnait, comme la culture m'impressionnait. Alors j'avais dirigé des boîtes de plusieurs centaines de personnes, j'avais brassé un fric monstre, j'osais pas aller parler à Michel Puech. Donc l'humiliation qu'on vit beaucoup, nous, quand on se souvient, certains cours de philo, quand on se souvient, on ne comprenait pas, on se sentait bête, on ne savait pas, on avait la trouille. Je l'ai vécu dans ma chair. Et quand j'ai été voir Michel, avec mon passé de publicitaire, je me suis dit, il faut un claim, il faut un truc fort pour que je l'intéresse. Je lui ai dit, Monsieur Puech, est-ce que vous pensez qu'on peut transmettre Kant aux enfants de 8 ans? Le type, il n'y avait jamais pensé. Il était normal sup, agrégé de philo et tout, il est formidable et un pédagogue extraordinaire. Et ce qui prouve d'ailleurs, c'était un pédagogue extraordinaire, ce qui m'a dit, ben, on va essayer. Et c'est parti. C'est parti comme ça. Et ça fait 20 ans, et il m'a dit, quitte la fac, quittez, il ne me voyait pas, et je vais vous donner des cours de philo. Et depuis 20 ans, je prends des cours de philo dans ma cuisine. Avec Michel Puech et Pierre-François Dupont-Beurrier, parce qu'au bout de 25 titres, j'ai épuisé Michel. J'en pouvais plus. Et j'ai fait un casting de prof de philo. Et Pierre-François Dupont-Beurrier est arrivé dans la collection. Et depuis le numéro 26, donc je travaille avec Pierre-François. Voilà, donc ces livres sont co-signés par Michel et Pierre-François, qui, en amont de l'écriture, me font une transmission orale. Je suis en train de répondre à des questions que tu as Non, pas du tout, c'est pas grave. Et donc, cette transmission, elle est que orale, la transmission. Je n'enregistre pas, je prends des notes. Ils me font des dizaines et des dizaines d'heures de cours, ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils sont face à une étudiante qui pose plein de questions, parce que tant que je n'ai pas compris profondément de quoi ils me parlent, je ne peux pas partir écrire. Et c'est avec ce matériel que je pars écrire. Donc ça ne part pas des enfants vers l'écriture, ça part des philosophes vers l'écriture. Et une fois que j'ai écrit sur un thème, je peux animer des débats avec les enfants. Donc c'est cette pensée philosophique que j'essaie d'amener dans le monde des enfants, avec le vocabulaire des enfants, avec le vécu des enfants ancré dans leur vie. Et une fois qu'on est d'accord sur le texte, avec Michel et Pierre-François, le texte part chez l'éditeur. Inutile de vous dire qu'on a des bagarres terribles. Parce que
il y a des choses que j'arrive pas à transmettre parce que je manque de vocabulaire, je manque de mots. Et tant que j'y arrive pas, ça part pas chez l'éditeur. Parce que alors là, j'ai deux poids lourds. On peut juste dire, Brigitte, avant qu'on rentre vraiment au vif du sujet, que c'était quand même, à l'époque, déjà une démarche singulière dans le monde de la philosophie. Quand vous posez la question à Michel Puech, il s'était même pas posé la question. Donc c'était quand même une démarche vraiment atypique, singulière, de s'intéresser aux enfants dans l'univers de la philosophie. Alors il y avait des gens comme Lippmann et tout qui faisaient beaucoup de philosophie avec les enfants, donc ça existait, notamment aux États-Unis, au Canada, mais en tout cas en livre de philosophie pour les enfants, avec un parti pris de s'adresser directement à l'intelligence de l'enfant. C'est-à-dire, moi, c'était ça mon parti pris, c'était pas de passer par des héros récurrents, pas passer par des manifestations de souris ou d'éléphants, c'était de parler directement à l'intelligence des enfants. Ça n'existait pas. C'était il y a 20 ans, et effectivement, ça n'existait pas. Mais je veux dire, les enfants, ils ne nous ont pas attendus pour philosopher. Hein. C'est un accompagnement. Jamais je dirais que cette collection a fait que les enfants se sont mis à philosopher. Ils sont dans un questionnement philosophique. Et toute l'idée, c'est de l'accompagner le mieux possible ou le moins mal possible pour ne pas étouffer ce questionnement. Parce que tous les enfants sont philosophes et bizarrement, peu le reste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe pour que cet émerveillement, ce questionnement, cette curiosité, ce regard sur le monde qui s'étonne de tout, qu'est-ce qui se passe pour que la société devienne peu à peu une société de moutons? Et ça, c'est une vraie question de se dire comment je fais pour ne pas bêler derrière un chef, qu'il soit religieux, patronal, syndical, intellectuel. Comment on fait pour que cet émerveillement perdure? Et il y a beaucoup d'interactivité pour avoir, je ne sais pas s'il y a des enfants qui ont participé à vos goûters hier, mais j'ai pu assister quand même à un atelier et c'était vraiment très intéressant de voir que ça prend et que donc il n'y a pas de méthodologie. Enfin, vous avez une grille, j'imagine, mais après il y a beaucoup d'interactivité. Vous adaptez un petit peu aux personnalités des enfants. Mais moi je parle beaucoup trop, donc surtout, je suis sûre que vous avez des questions, vous avez des expériences, parce qu'on est tous là, comment on fait? Donc, si vous avez des questions, surtout, interrompez-nous, parce que c'est ça qui est quand même plus intéressant. Moi, je déteste des conférences, on les laisse 5 minutes à la fin pour poser des questions. Donc, allez-y, franchement. On va avoir une vingtaine, si vous voulez, de minutes pour échanger, mais on peut se dire, voilà, comment s'y prendre, comment on fait, en fait, déjà, simplement, alors, quand on est parent ou... Ouais, tu as prononcé un gros mot, tu as dit méthodologie. Alors, je suis beaucoup... oui, pour moi, c'est un gros mot, la méthodologie, dans ce contexte. Je vais vous dire pourquoi. Je suis appelée beaucoup dans les collèges, dans les lycées, dans les médiathèques, en France et dans beaucoup de pays, puisqu'ils sont traduits, et on me demande de venir faire des séances de formation pour les adultes, les professeurs, mais aussi les parents, les médiathécaires, les animateurs sociaux, faire des formations pour qu'ils puissent créer des espaces de débat. Je dis débat d'idées. Pas forcément débat philosophique, parce qu'après on va avoir des ayatollahs de la philosophie qui vont nous dire c'est pas la philo. Bon. Donc on va dire débat d'idées pour être tranquille. Et je leur dis non, mais moi je ne sais pas faire ça. Moi je fais des séances de déformation. Toute l'idée, c'est de nous déformer pour quitter la position de l'adulte qui sait, de la verticalité, pour prendre la position de l'adulte qui s'interroge avec. Quand on me dit on va faire de la philosophie pour les enfants, non, avec. Et là, s'engage le corps. On entend ça, Michel. S'engage le corps. Par exemple, la position que j'ai là devant vous, je la déteste. Quand je suis arrivée dans la salle, j'avais qu'une envie, c'est d'enlever cette estrade, de prendre toutes les chaises, de faire un grand cercle, et de discuter avec vous, de philosopher avec vous. C'est ça que j'ai envie de faire. Là, cette posture, qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique que j'ai un savoir et que je vais vous le transmettre. Eh bien non, c'est raté. C'est pas ça. C'est pas du tout ça l'idée. Non, 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 monsieur, vous hochez de la tête et voilà le langage du corps, formidable. Vous n'avez pas pris la parole, mais vous avez parlé. Non, j'ai une expérience à transmettre.
j'ai une expérience, j'ai une pratique. Et je ne viens pas du tout de la théorie. J'ai mis 15 ans à oser transmettre mon expérience de débat philosophique avec les enfants. Je ne me sentais pas légitime avant d'avoir cette épaisseur dans le temps. Donc ça fait que 5 ans que je transmets ça. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout théorique, c'est... Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, par exemple, là, aujourd'hui, c'est les débats que j'ai ratés. Parce que c'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris. Et bien, les débats que j'ai ratés, c'est déjà quand j'étais face aux enfants. Parce qu'ils voient un prof, ils lèvent le doigt. Ils ont peur de faire une mauvaise réponse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en apprenant ça? Moi, je n'ai pas lu dans un bouquin qu'il fallait se mettre assis par terre en rond et assis par terre sans coussin pour que moi, je puisse me tasser pour ne pas dépasser du groupe. Le langage du corps. Dès qu'on arrive dans une salle et qu'on se met assis en rond et que je me tasse, ils ont compris, les enfants. Et au bout de 5 minutes, ils arrivent à ne pas lever le doigt. C'est pas du tout une critique du système scolaire, c'est autre chose, c'est créer un autre type d'espace. Parce que la nouvelle, c'est que les enfants, ils n'en peuvent plus des discours. Je travaille énormément dans les cités, dans le lycée, en Seine-Saint-Denis. Ils n'en peuvent plus, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent tout ce qu'on va leur dire. Et ils peuvent nous le faire, le discours. Donc là, ils en ont ras-le-bol. Sur la morale, sur la laïcité, sur le vivre ensemble. Ils peuvent tout vous dérouler. Donc l'idée, c'est de leur donner la parole. Mais de leur donner la parole dans un contexte très particulier, c'est-à-dire un contexte où il y a une absence totale de jugement. Cet espace-là, c'est un des rares espaces où l'enfant ne va pas se sentir évalué, jugé. Ça leur arrive très peu dans une journée. Très très peu. Donc si on a... Et quand je dis pas évalué, c'est évidemment pas avec les mots, mais pas avec le corps. Hein, quand je suis dans un débat assis en rond et qu'il y a un prof par exemple dans le cercle qui va faire... Voilà. Donc c'est essayer de se dépouiller de tout ça. Donc voilà, premier truc de ratage, c'est quand je n'utilisais pas l'espace d'une bonne manière. Donc quand je vais dans des collèges, on sort de la salle de classe, on va s'asseoir dans un gymnase n'importe où, mais on est en rond assis par terre, pour être au même niveau, pour quitter cette posture. C'est pour ça que je parle de séance de déformation. Est-ce qu'il y a des sujets privilégiés à aborder justement avec les enfants pour lancer peut-être ce débat d'idées? Le sujet privilégié, c'est l'enfant qui le choisit. C'est l'enfant. Alors évidemment, je suis appelée pour faire des débats j'ai travaillé 10 ans dans les cités de Gennevilliers avec des classes de SECPA. Je ne sais pas si vous voyez les classes de SECPA, donc des enfants en très grande difficulté et qui sont vraiment mis à l'écart et stigmatisés. Et ben en fait, on m'appelle pour faire des débats sur la violence. Évidemment que je ne fais pas des débats sur la violence. Mais je dis oui, j'y vais. Une fois que je suis dans la salle, je vais là où les enfants m'emmènent. Et surtout pas là où ils m'attendent. Donc je fais un débat sur la beauté. Je fais un débat sur la justice. Je fais un débat sur Dieu. Bon, mais il ne faut pas parler de Dieu à l'école. J'en parle, évidemment, puisque c'est la lecture du PIN. Donc, l'idée, c'est de me laisser guider par les enfants, mais ce n'est pas une discussion de salon, c'est une problématique qu'on fait rouler avec une argumentation. Quand tu l'as vu hier, quand on émet une pensée, on l'argumente, je prends l'argument, je teste la solidité de l'argument, donc je sors un faux marteau-piqueur et je dis je vais tester la solidité de ton argument, et je vais essayer de le démolir. Et ce n'est pas toi que j'essaye de démolir, c'est l'argument qui est sorti de toi. Et donc ça c'est très ludique. Et quelqu'un apporte un contre-argument. Et la problématique roule. Et ils se rendent bien compte qu'on ne cherche pas tout de suite une réponse. On cherche à faire rouler une problématique pour écarter les mauvaises pistes et essayer d'avancer vers quelque chose qui va nous éclairer. Mais l'idée... Ah oui, alors là ça me donne envie de vous raconter ça. J'étais dans un débat avec des classes de terminale avec la projection avant d'un film qui était La Fureur de vivre. Et on parlait de l'homosexualité. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me dis, est-ce que je ne sais pas comment c'est arrivé, quelqu'un m'a parlé de virilité, donc je me dis, oh là là, dans sa tête, il doit opposer homosexualité, virilité, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc je lui dis, est-ce qu'un homosexuel peut être viril? Un homme homosexuel peut être viril? Et là, il y a un grand gaillard au fond
qui se lève, et qui me dit « Alors là, madame, vous m'embrouillez. » Et je me suis levée, et c'était terrible parce que j'aurais pas dû faire ça, je lui ai dit « Tu sais quoi, j'ai envie de t'embrasser. » Parce que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je suis une embrouilleuse professionnelle. Et c'est ça qu'on doit faire avec les enfants. Déranger, embrouiller. Parce que c'est là que la pensée se met en route. Quand tout est bien rangé, le bien, le mal, le juste, l'injuste, le beau, le laid, il n'y a pas de pensée, ça ne bouge pas. Embrouillons-nous les uns les autres, comme je vous ai embrouillé. On est dimanche matin. Brigitte, peu importe le terrain, finalement, avec le fait de faire ce côté ludique, ça prend très vite, finalement, chez les enfants, les petits comme les plus grands, comme les ados. Mais c'est ludique. Enfin, si la philosophie, ça ne nous aide pas à mieux vivre et être dans la joie, bah, on arrête. Hein. On arrête. Donc, bien sûr que c'est ludique, parce que, vous savez, l'image qui me vient quand je les vois jouer avec la pensée dans les débats, c'est comme les petits avec la pâte à modeler. C'est on chauffe la matière, et puis ensuite on fait plein de formes. Et en fait, c'est cette même jubilation. Et c'est ça. Mais vous le savez, vous qui êtes en contact avec les enfants, le plaisir qu'ils ont à poser des questions et à cheminer avec nous dans le questionnement. Deuxième truc où j'ai raté les débats, donc je vous ai dit le corps. Les débats que j'ai ratés, c'est quand je rentrais dans le débat avec un objectif. Alors là, ça ne se fait pas de pas avoir d'objectif normalement. Mais regardez ce qui se passe quand on a un objectif. Donc vous rentrez dans un débat sur le bien et le mal, je sais pas quoi, donc on a notre fiche et on a toutes les choses importantes qu'il faut transmettre sur le bien et le mal. Formidable. Sauf que, si on est focus, non, je ne voudrais pas dire focus, si on a l'objectif en tête, est-ce qu'on peut être réellement dans l'écoute? Ben non, parce qu'on veut emmener l'autre quelque part. Ça, les enfants le sentent. Ça s'appelle un truc pas authentique. Ils sentent que vous êtes arrivé avec quelque chose de préparé et qui ne se construit pas en ce moment avec eux. Et ça s'appelle de la manipulation. Vouloir emmener quelqu'un quelque part. Et c'est pour ça que ça foire les discussions, et particulièrement avec les ados. Parce qu'ils ont des détecteurs d'authenticité. Et le maître mot là-dedans, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, je suis venu vraiment me questionner avec toi, argumenter avec toi, contre-argumenter avec toi, faire rouler cette problématique avec toi. Et je ne suis pas venue avec un discours à te faire, avec des notions à te transmettre. C'est autre chose cet espace. C'est pas un cours de philo, c'est pas un cours de morale, c'est pas les discours qu'on fait à nos ados et qui en peuvent plus et qui font semblant de nous écouter pour avoir la paix. Je suppose que vous allez avoir des réactions incroyables d'enfants peut-être qui étaient introvertifs et qui se sont révélés grâce à ces outils que vous avez eu. Alors, j'ai quelquefois, pendant longtemps, je demandais aux professeurs de ne pas assister au débat, parce que avec une argumentation très forte qui était « si vous êtes là, la parole sera moins libre ». Puis après, je me suis dit « Brigitte, sois honnête avec toi-même, tu as un peu la trouille de faire ça sous l'œil du prof ». Et c'était vrai, c'était pas que ça. Donc, là, je me suis dit, maintenant que je me sens un peu mieux, au bout de quelques années, les professeurs étaient là. Et à la fin des débats, les professeurs me faisaient un compliment, ce qu'ils croyaient être un compliment, ils me disaient « Oh, j'ai découvert ma classe ». Je me dis « Merde alors !» Et c'est grave, surtout quand on était au mois de mai, encore au mois de septembre. Vous avez découvert votre classe alors? Et en fait, ce qui se passe, c'est ça. Donc, essayons de découvrir avant, de créer ces espaces avant. Et ce qui se passe très souvent, et c'est ce que j'ai expérimenté avec les classes de SECPA, parce qu'en fait, c'était un peu la tarte tatin du débat philo, c'est-à-dire que je suis arrivée dans une médiathèque où il y avait des CM2 et puis des 6e, 5e de SECPA, il y avait un couac d'organisation, donc quand je suis arrivée, je dis, ben voilà, je suis Brigitte Abbé, je viens pour le débat philo, et puis on voit tout ça, et puis la bibliothécaire dit, mais on s'est trompé, on les SECPA, vous sortez. Et donc j'ai dit, mais c'était gentil, c'était parce que c'était effectivement prévu avec les CM2. Donc je lui dis, mais non, personne ne sort. Personne ne sort.
Et on fait le débat. Donc il y avait trop de monde et tout. Mais qui prend la parole si je réussis à créer un espace sans jugement, sans l'idée qu'il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses, sans évaluation, sans morale, c'est-à-dire quand j'arrive à créer un espace où on peut me dire des horreurs, qui prend la parole? C'est pas les premiers de la classe. Eux, ils ont plus la trouille. Ils ont peur de se tromper. C'est ceux qui, scolairement, vont pas très bien. Et tout d'un coup, là, ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à dire. Et j'ai écrit au ministère de l'Éducation nationale pour dire que le meilleur plan anti-violence qui soit, c'est le débat d'idées, le débat philo. Pourquoi? C'est mécanique. Ça fait monter l'estime de soi et ça fait baisser la violence. Et je l'ai expérimenté dans des collèges où il y a énormément de problèmes, notamment dans les cours de récréation. À partir du moment où les enfants s'entendent dire des trucs intéressants, ils s'entendent être valorisés dans leurs idées, dans leurs pensées, la violence, ils ont moins besoin de frapper. J'étais à Langres, sur le plateau de Langres, c'est une très très jolie ville où tous les ans il y a une réunion philosophique de Langres sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale. Il y a 250 profs de philo qui viennent dans cette petite ville de 5000 habitants. Et moi je fais le off. Je vais dans les cafés de campagne, je vais dans les crêperies, je vais dans les écoles rurales, je vais dans des maisons de quartier où il y a des primo-arrivants. Ben, qu'est-ce qui se passe là? On me dit, ben oui, moi quand j'ai pas de mots, je frappe. Tout est dit. Donc c'est un engagement politique de faire ça. C'est-à-dire que c'est pas pour faire de la philo et briller dans des salons, c'est s'engager pour qu'il y ait ces espaces qui soient créés pour que les enfants puissent tranquillement déployer leurs idées, déplier et apprendre l'argumentation. Et la contre-argumentation, ça veut dire apprendre le débat. Ça veut dire pas se battre. Et je pense qu'il y a beaucoup de violence parce qu'on accepte de moins en moins d'être en désaccord. Et on dit cette phrase atroce, qui est une des phrases que je déteste le plus, chacun son opinion. Ce qui veut dire partir dos à dos. Vous mettez en garde aussi qu'il y a une limite entre la philosophie et la psychologie aussi. Parfois, surtout sur les parents, on peut peut-être se mélanger. Souvent, on me pose des questions et je dis, écoutez, je suis une mère épouvantable aussi. Je veux dire, ne me demandez pas comment on fait pour que un ado range sa chambre et dise bonjour le matin, je ne sais pas. Et donc, effectivement, il y a une légère tendance à placer celui ou celle qui pratique la philosophie à une place de petit gourou du quotidien, mais alors là, non. Quelle est votre relation avec les parents, justement? On vous revoir après pour dire, grâce à vos livres ou à vos ateliers, mon fils, ma fille a changé, vous pose des questions Alors, c'est pas les enfants qui changent, c'est les adultes. Les enfants, ils posent des questions, ils se questionnent, encore une fois, ils n'ont pas attendu tout ça pour se poser des questions. Mais l'idée, c'est que nous, adultes, on soit dans une posture d'accompagnement, qu'on ne ferme pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si vous avez, je vais prendre des exemples, vous avez un enfant qui vous dit pourquoi on enterre les morts. Voilà, ben, on peut avoir une réponse juste qui est les épidémies, parce qu'on laisse pas. Voilà, on peut avoir, et puis on leur dit, dans plein de cultures, c'est pas un enterrement, il y a des... on peut avoir, et c'est ce qu'on va faire spontanément. On va répondre. Mais cette question, ce qui est passionnant, c'est de la regarder en archéologue, de la pensée. D'où elle vient? Pourquoi il se la pose? Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va la faire rouler, cette question? Donc on peut dire, bah alors déjà, théâtraliser, en disant, mais elle est passionnante cette question. Et qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi on enterre les morts? Pourquoi tu te poses cette question-là? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben parce que je trouve ça bizarre. Parce qu'on va acheter des fleurs, et puis on va au cimetière mettre des fleurs sur des tombes.
Alors que le mort, il voit rien. Et là, vous dites, mais tu sais, il y a encore pire. Au Mexique, on va cuisiner les plats que la personne morte aimait et on va les mettre sur les tombes. Non, mais ils sont débiles. Ah, ils sont débiles. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? On va partir du principe qu'ils ne sont pas tous débiles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est-à-dire de cheminer comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on éveille l'esprit. Ce qui est très dangereux dans le fait de répondre tout le temps et d'avoir un catalogue de réponses, c'est qu'un jour, ils iront chercher les réponses, mais pas forcément chez des gens bienveillants. Pas forcément chez des gens qui vont les guider dans des directions plutôt positives. C'est ça, aller chercher les réponses à l'extérieur, c'est hyper dangereux. Alors qu'apprendre très petit, à essayer déjà de creuser sa pensée, là, on prend un pli qui est de dire, je ne vais pas gober et avaler tout ce qui me vient de dehors. C'est une sacrée lutte. C'est-à-dire, c'est participer à la formation de l'esprit critique pour que nos enfants grandissent en citoyens à peu près libres, à peu près éclairés, et ne deviennent pas des moutons qui bêlent. Comment on fait pour leur offrir cet espace? Est-ce que c'est au début, quand on ne fonctionne pas comme ça, est-ce qu'on prévoit par exemple un moment dans la semaine pour le faire et forcer un petit peu la chose? Ou est-ce que on laisse venir l'enfant et à ce moment-là, on le capte comme il a sa question? Alors, vous parlez de quelle place? Parents ou profs ou... Parents à la maison. Parents à la maison. Alors, moi, je pense que c'est spontané. Vous voyez, c'est spontané, c'est-à-dire c'est au moment où... C'est particulièrement vrai avec les ados, c'est-à-dire que les ados, on s'aperçoit que si on leur dit « viens, allez, viens, on va discuter », ça ne marche pas. C'est accepter de ne rien faire, d'être juste là, et quand ça arrive, s'être préparé à avoir cette posture. Vous voyez, s'être préparé à ça, pour que, vous savez à peu près, les enfants petits, c'est des questions très métaphysiques. Ils sont petits, c'est la vie, la mort. Donc, c'est à ce moment-là, vous préparez par des lectures, par essayer de réfléchir à votre rapport à la liberté de parole de l'autre. Est-ce que ça vous stresse? Parce que souvent, j'ai ça, des profs, ils disent, j'ai peur que ça déborde. Si je fais ça, déborde, alors on va savoir qu'est-ce qui déborde. Ça déborde, moi je comprends qu'un bain déborde. Mais c'est quoi un débat où ça déborde? En fait, c'est un rapport à la liberté de parole. Qu'est-ce que je supporte? Et jusqu'où j'ai besoin de contrôler? Vous voyez, après les attentats, j'ai sillonné beaucoup les écoles, il y avait plein de profs qui me disaient, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Je dis, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Il dit de pleurer. Et je dis, est-ce que vous avez pleuré? Non. Ça se fait. Non, je ne peux pas pleurer. Mais je dis, pourquoi? Et ça, les enfants, ils n'en peuvent plus d'avoir des gens désincarnés devant eux, qui ne montrent pas d'émotion, parce qu'on a été éduqués comme ça en disant, il faut... Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé dans les banlieues du Havre. On testait des trucs, des goûters philo en périscolaire, là, c'est quand il y a eu la réforme, il fallait des activités. Après, je leur avais dit, mais laissez-les tranquilles après l'école. Dans une salle à plat ventre, à rien faire. Non, on testait ça. Et donc j'avais un garçon qui était à côté de moi, et visiblement, il voulait pourrir le truc, et j'arrivais pas à l'intégrer dans le groupe. Je n'y arrivais pas. Et couper la parole de tout le monde, la mienne, ça marchait pas, et moi je bouillais à l'intérieur, et j'essayais de faire, on continue le débat, bien comme ça, c'était inauthentique, vous voyez le mot authenticité revient souvent, et tout d'un coup je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut dire ce que je ressens. Donc je me suis tournée vers lui, et je lui ai dit, tu le vois celui-là? J'ai envie de te le coller, mais t'imagines pas. Mais, je ne vais jamais le faire. Il est rentré dans le débat, on a réfléchi pourquoi j'allais jamais le faire. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais devenue quelqu'un d'authentique. Il m'énervait, j'avais envie de le frapper. On a tous dans les groupes des gens qu'on ne supporte pas et tout. À un moment, on dit, ah tu sais, là, j'en peux plus. Et ça, celui-là, j'ai envie de te le coller. Et on a fait un débat, et on est arrivé au langage. On a la différence entre l'homme et l'animal, aux pulsions, à la raison. Enfin, voilà.
qu'il y a d'autres questions, puisque vous l'avez compris, il y a beaucoup d'interactivité, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, les parents. Donc s'il y a des questions, profitez-en. Monsieur, on a un micro. J'admire énormément ce que vous avez dit, que je trouvais extraordinaire. J'étais prof de philo, et dans des années, mais c'était avant la période que vous décrivez, il y avait déjà des projets comme ça pour faire la philo avant la terminale, ou bien avant la terminale. Et à l'époque, on parlait beaucoup de faire des fables, d'inventer des histoires. Je veux dire, les recherches de l'époque tournaient autour de ça. Ce qui est d'ailleurs un peu le propos, puisqu'on est dans un festival Michel Serres, c'est d'ailleurs ce que fait Michel Serres, pas spécialement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, c'est-à-dire de transposer les problèmes tels qu'ils peuvent se poser à travers des concepts, de les transposer dans des histoires, dans des images. Vous n'avez pas du tout parlé de ça, mais c'est pour ça que je suis très admiratif de ce que vous dites. Parce que, je veux dire, raconter une histoire, ce serait encore imposé peut-être une manière de le faire. Mais est-ce que vous recourez à l'invention d'histoire? Non. C'est-à-dire, évidemment que dans l'écriture, il y a des histoires, mais des histoires qui sont imaginées ou pas et qui sont ancrées dans la vie. Mais par exemple, si je fais un débat sur savoir et croire, je ne passe pas par des histoires. Ça s'est passé hier. J'ai demandé aux enfants, 2 plus 2, ça fait combien? 3 plus 3, un triangle à combien de côtés, un carré? Ils m'ont donné toutes les réponses. J'ai dit, ça vous le savez ou vous le croyez? Oui, on le sait. Ah, j'ai pris, j'ai dit, c'est quel verbe? Ils ont eu très peur, ils ont cru que c'était un cours de grammaire. Et j'ai dit, et là, avec votre enfant, théâtralisé. J'ai dit, ah ben voilà, ça, c'est le verbe savoir. Je le garde ici. Et les enfants sont merveilleux, ils regardent, mais à 10-12 ans, ils regardent ma main, et ils regardent le verbe savoir. C'est génial. Et après, je leur demande, et ça fâche, mais ça m'est égal, est-ce que Dieu existe? Alors là, dans le groupe, oui, non, en général, le prof devient rouge, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Enfin, si on ne parle pas des sujets importants, oui, non, je ne sais pas et tout. Et puis, mais ceux qui répondent oui, non, vous le savez ou vous le croyez? Non, je le crois. Ah. Et là, sans se rendre compte, ils ont changé de verbe. Ils me disent, c'est quoi ce verbe? Croire. Et nous voilà avec 2 verbes. Alors je prends un autre truc, et je dis, regardez, ça, c'est le verbe croire. Donc ici, j'ai savoir, ici, j'ai croire. Et ils sont tous, ils regardent les verbes. Alors maintenant, on va essayer de comprendre la différence. Alors on y va, la preuve, blablabla, blablabla. Et puis ensuite, par contre, je peux faire un petit jeu qui m'est venu hier. C'était de dire, regardez, ça c'est un village. Et vous voyez le village? Oui. Dans ce village, les gens disent, je sais que Dieu existe. Dans ce village, les gens disent, je crois que Dieu existe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils disent, tout de suite. Alors hier, ils m'ont dit, la guerre. Alors là, théâtralisation, même avec mes enfants. La guerre. J'ai 4 mots. Savoir, croire, Dieu. Le 4e mot, c'est la guerre. Et là, je me prends la tête, je dis, on ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas compris. C'est un truc de fou. Savoir, croire, Dieu, guerre. C'est quoi le problème? Et vous voyez, où on arrive en 5 minutes, c'est génial. Et donc là, moi, je ne passe pas par des histoires, mais parce que je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Dans l'écriture, oui, parce que là, il faut s'ancrer dans la vie, dans le réel, dans ce que les enfants vivent. Donc, je continue parce que c'était savoureux, si vous voulez bien. La question que j'ai posée là, une fois qu'il y avait la guerre, alors on nous racontait, blablabla, qui attaque en premier? Je sais ou je crois? Allez-y, votons. Qui dit je sais attaque en premier?
Mais allez-y, ils se lâchent les enfants. C'est pour ça que je travaille avec les enfants. Avec les adultes, il faut un marteau piqueur pendant 3 quarts d'heure avant de se détendre. Avec les enfants, ça dure 30 secondes. Qui dit je crois, t'as compromis? Ok, voilà, le débat commence. Le débat commence. Pareil, pendant le débat, il y avait un oiseau qui est passé à la fenêtre. Alors là, c'est ça la philosophie, c'est s'interroger sur le monde qui nous entoure. Donc je leur ai demandé, on est dans cette salle assis, qui est le plus libre? L'oiseau ou nous? Et là, sans faire de théorie et de grands trucs, ils comprennent ce que c'est la philosophie. On a parlé de la cérémonie d'ouverture avec monsieur le maire et avec les enfants. Et je leur ai un peu raconté pour qu'ils sachent, c'était sondage 1, et il y en avait qui ne savaient pas qui était Michel Serres, ce que c'était ce festival et tout. Et je leur dis, il y avait 4 messieurs sur... Et je dis, tiens, la philosophie, c'est interroger le réel. Pourquoi il y avait 4 hommes? On interroge. On ne juge pas, on interroge. Pourquoi il y avait 4 hommes sur l'estrade pour la cérémonie d'ouverture pour Michel Serres? Donc c'est interroger ce qui se passe. Dans le groupe, il y a un enfant qui a fait un prout. Qu'est-ce que je fais, moi, quand il y a un enfant qui fait un prout dans le groupe? Et tout le monde se met à rire alors qu'on est en train de parler de la justice. Et tout le monde se met à rire. Je continue le débat sur la justice tranquille? Eh bien non, c'est ça aussi. C'est interroger ce qui se passe. Donc, il y en a un qui est tout rouge, il y a tous les autres qui rient. Et bien on va parler du rire de personne, on va parler... Voilà, on saisit le moment, il n'y a pas de hors-sujet. Vous voyez, et puis s'il ne se passe rien, on continue. Donc je leur ai demandé hier, qu'est-ce que c'est un prout? C'est très pratique aussi. Là, c'est des gaz qui sortent du corps. Alors une fois qu'on l'a dit, des gaz qui sortent du corps, on se demande pourquoi ça fait rire. Et c'est compliqué comme question. Vous avez il y a d'autres Je ne pensais questions. pas vous parler de prout. Et c'est pas fini. Monsieur. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été au ministère, j'imagine pourquoi, il me semble, moi je ne suis pas du tout philosophe. Vous excusez pas. Hein. Je suis passionné, je suis beaucoup de... Moi non plus, je ne suis pas philosophe. Je suis tombé dedans beaucoup plus tard que vous. C'est vrai? Je suis passionné, je suis un peu désolé parce que c'est difficile à comprendre la philosophie quand on n'a pas eu l'information. Je trouve que vous êtes en train de vous donner une brèche pour les enfants, grâce aux enfants avec eux, et je suppose qu'elle est tout à fait transposable aux adultes, parce que vous avez dit que les adultes s'intéressaient moins à la philo que les enfants ils étaient ouverts, ils étaient spontanés, ils se posaient des questions. Moins en questionnement. Les adultes sont moins en questionnement. Effectivement, quand on essaye de faire du questionnement avec les adultes, et je suis fini avec mon voisin, on a beaucoup de mal, et finalement, le groupe se délite et disparaît. Sans doute qu'on n'avait pas la bonne méthode, mais vous avez proposé une méthode des enfants vers les adultes, vous avez écrit au ministère. J'imagine quelle fut la réponse. Est-ce que vous avez... J'en ai pas eu. J'ai eu la Légion d'honneur. Donc je le tape. J'aurais préféré une réponse. Ils m'ont donné la Légion d'honneur. J'ai même pas été la chercher. On va fermer la gueule. La non-réponse est une réponse. Est-ce que vous avez posé la question de pourquoi vous n'avez pas eu de réponse? Oui, évidemment. Évidemment. Mais là, alors ça c'est une hypothèse. Hein. Ça fait peur la liberté. C'est-à-dire, comment on décide du degré d'émancipation d'une société? En mettant le curseur à un certain endroit sur le développement de l'esprit critique. C'est quand même beaucoup plus simple de diriger les moutons que les gens qui pensent. Hein? Donc c'est un peu dramatique. Non, c'est pas dramatique. Moi, je suis dans un optimisme farouche, dans la joie, parce que je travaille avec des enfants. Et là, c'est formidable. Et là, vous voyez il y a une génération là qui est là, qui est extraordinaire, avec une conscience politique extraordinaire, avec une conscience morale. C'est ça qu'il faut accompagner. Les adultes, c'est trop tard, arrêtez. Allez vers les adultes. À partir de quel âge c'est trop tard, je crois. À partir de... Il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire de retrouver cet émerveillement de l'enfant. Moi, j'étais à 37 ans, j'étais beaucoup plus vieille que maintenant. Question aussi sur la gauche. On va passer un micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors, je vous remercie beaucoup pour
Cet exposé, je ne devrais pas dire exposé parce que c'est pas tout à fait comme ça. Vous pouvez baisser le masque? Oui, bien sûr. Baisser le masque, c'est génial cette expression. Merci. Tombons et masque. Le masque. Donc, c'est pas, effectivement, vous ne présentez pas ça comme un exposé. Alors, la question que je vais vous poser, elle n'est absolument pas philosophique. Donc, je suis philosophe de formation. Je suis aussi conseillère municipale, ici, en charge des affaires scolaires, de l'éducation, de la jeunesse. Et donc, en vous entendant, effectivement, je sens une grande tension, à la fois parce que cette démarche et cet émerveillement, c'est aussi quelque chose qu'on ressent très intimement, très personnellement, et surtout quand on est sur ce type de responsabilité, on se dit mais comment on va au-delà de l'individu? Parce que quand je vous entends, je me dis comment on fait par exemple pour faire de la philosophie à l'école avec les enfants. Je me dis, il y a deux freins que vous avez identifiés. Vous avez parlé d'espaces concrets. Comment on fait que ces espaces créés ne se referment pas? Comment on fait parce que, évidemment, je pense que beaucoup d'enseignants sont profondément intéressés par cette démarche, mais se posent la question de la posture. Est-ce que les éducateurs, je parle au sens large, à l'école, peuvent, dans ces espaces, changer radicalement cette posture qui est celle de l'adulte qui sait, à un moment donné, pour passer à celle de l'adulte qui s'interroge avec. Donc ça, c'est ce premier défi-là. Et l'autre défi que vous avez exprimé, il me semble, c'est celui de dire mais ça ne s'apprend pas quelque part, il faut partir de son authenticité propre. Alors peut-être qu'il ne faut pas se dire, ben oui, mais la philosophie c'est bien, essayons d'essaimer, d'élargir, de faire en sorte qu'un maximum d'enfants puissent en bénéficier. Peut-être qu'il faut se dire, ce sont des moments privilégiés, des espaces qui s'ouvrent, et peut-être que c'est déjà pas mal. Et peut-être qu'on se perd si on essaye de faire quelque chose de plus large, de plus systématique. Ou bien, est-ce que vous pensez qu'il y a un chemin par rapport à ça? Vous avez écrit à l'Éducation nationale, même si vous n'avez pas reçu de réponse, peut-être que vous pensiez qu'il était possible que vous en receviez une. Et si tel est le cas, quelle réponse vous auriez aimé recevoir, Jean-Luc? Alors, la première partie de votre question, ça se pratique beaucoup. Il y a beaucoup de professeurs en primaire, particulièrement, formidables, qui ont créé des espaces de débat d'idées, de débat philosophique pour certains. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette fouille par rapport au mot philosophie. Et il y en a beaucoup qui le pratiquent. Ils ont créé une fois par semaine, ils mettent les tables en rond dans la salle, où ils vont au CDI, où ils vont au gymnase, et ils essayent de casser cette verticalité pour s'interroger avec. Donc ça se fait beaucoup, Et ce qui est formidable, c'est que ça se fait hors programme, vous avez utilisé le mot systématique. Moi, le questionnement, et on en parlait avec Michel Puech qui me disait « Continue ton boulot en rentrant par les petites portes. » Parce que si ça devient une matière, ça va être autre chose. Il va y avoir une évaluation sur 43 critères, a bien pris la parole, n'a pas coupé la parole, a fait ci, a fait ça, et on va passer à côté de l'objectif. Donc, il faut peut-être pas. Donc, finalement, c'est pas si mal que j'ai pas reçu de réponse. Bon, en fait, c'est peut-être aussi la sagesse grecque d'accepter ce qui vous arrive. Pardon ? Donc, peut-être que ça, voilà. Donc, vous êtes à la mairie. Et je pense qu'il faut essayer de pas trop penser globalement, mais penser micro-action. Le monde, il évolue avec des sommes de micro-actions. Ce n'est pas des grandes réformes qui viennent du haut. Donc, à la mairie, créer par exemple un espace de questions où les enfants peuvent venir chaque mercredi à 16h
débattre d'un thème. Vous mettez une boîte à injustice à l'entrée de la mairie, ça s'appelle boîte à injustice, et les enfants viennent mettre un petit papier là quand ils veulent, et puis on ouvre la boîte, on tire, et on débat. C'est-à-dire à nous d'être créatifs, de voir comment on va faire dans notre espace à nous, à la maison, dans l'immeuble, dans la cité, dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait pour créer ces espaces? Parce qu'autrement, on va se faire des centaines de milliers de conférences théoriques, alors que le truc, c'est la micro-action, la puissance des micro-actions. Alors c'est un travail de fourmi, c'est un travail de terrain, c'est un travail où on ne va pas briller dans des espaces politiques ou médiatiques ou quoi, mais on bosse sur le terrain et on crée ces espaces. Donc vous, et pourquoi je ne donne pas une méthodologie, mais que je dis simplement les débats que j'ai ratés, se dépouiller de l'objectif, être assis en rond par terre, ne pas avoir quelque chose en tête qu'on veut absolument transmettre, avoir un goûter pour la convivialité, parce qu'on sait bien, les philosophes faisaient plein de banquets et ils picolaient comme des fous, parce qu'on sait bien que ça aide, que ça... Voilà. Donc, créer ça, et moi, le message que j'ai à vous dire, vous êtes élus, vous vous occupez des trucs scolaires, des affaires scolaires, vous vous occupez des affaires scolaires, faites quelque chose qui vous ressemble et qui vous convienne. Et le seul truc où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous avez dit c'est spontané et tout. Non, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a un gros travail d'abord à faire sur soi-même pour se sentir à l'aise avec la liberté de parole de l'autre. Quand vous allez dans des débats, dans des zones difficiles, et c'est ça que j'avais demandé à Dominique. Moi, je suis venue à Agen, grâce à Dominique, qui est là, qui m'a invitée, et je lui ai dit, ok, je viens, mais s'il te plaît, fais-moi sortir du centre-ville. Emmène-moi ailleurs que là où la culture va déjà. Parce que c'est là où moi je vais. Je vais dans les quartiers nord de Marseille, je vais dans les quartiers du... C'est pas qu'il n'y en a pas besoin dans les centres-villes et dans les milieux bourgeois et éduqués, il y a besoin d'injecter de la complexité et de la pensée partout, parce que dans les milieux bourgeois très éduqués aussi, c'est un peu trop bien rangé. Un peu trop bien rangé, donc il faut bousculer tout ça et injecter de la complexité pour que la pensée se mette en route. Mais, qui j'ai vu moi dans les ateliers? J'ai pas vu un enfant de banlieue, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle les banlieues, j'en ai pas vu. Ils viennent pas, il faut y aller. Donc c'est ça que j'avais demandé à Dominique. J'avais dit, moi je veux bien, mais aller en dehors du centre-ville. Donc ça n'a pas pu se faire, j'espère que ça se fera, mais pas forcément dans un cadre de festival. Mais parce que c'est pas du tout inclusif cette histoire. Je travaille dans le lycée de Saint-Denis, il y a 6 stations de métro pour arriver à Paris. Il y en a qui les ont jamais faites, ces 6 stations, parce qu'ils ont la trouille. C'est humiliant. Donc il faut y aller. Moi, à Bourg-en-Bresse, je pars avec un chauffeur. On a aménagé un bus avec la bibliothèque départementale et on sillonne les zones rurales avec le bus. Et on s'arrête dans les écoles rurales, devant les cours de récré, et les enfants montent dans le bus et on fait un débat. Voilà. Voilà les micro-actions qui fonctionnent. Évidemment, c'est pas brillant, mais waouh. Donc, vous allez trouver votre micro-action, celle que vous avez envie de mettre en place la semaine prochaine. Pas de pression de... Nous avons encore deux questions, je pense. Bonjour, merci. Vous avez dit tout à l'heure que cette génération avait une sorte de conscientisation, d'engagement, c'est ce que j'ai compris, un peu plus particulière. Alors en quoi cette génération d'enfants, qui se fait une quinzaine d'années que vous les rencontrez, elle est différente de celles qui les ont précédées? Est-ce que les interrogations sont différentes, les questionnements sont différents? Première question. Et la deuxième, en quoi, philosophiquement, un adulte peut apprendre d'un enfant? Waouh. La première question, je ne peux pas répondre, je ne peux pas comparer, j'ai pas connu vraiment les enfants d'avant. J'ai pas dit qu'ils étaient plus, j'ai dit qu'ils l'étaient fortement, selon ce que je vois.
Et je pense que c'est lié à l'accès, ils ont à l'accès à l'information très très fort, et donc à un questionnement parce qu'ils baignent dans un. Et je pense que c'est aussi très lié à toute l'écologie et le réchauffement climatique, où là les enfants ont une hypersensibilité à tout ce qui est environnement naturel, parce qu'ils aiment les animaux, ils sont proches de la nature et tout, donc il y a beaucoup de questionnements là-dessus qui en amènent d'autres. Donc voilà, mais je ne peux pas comparer, je ne peux pas dire plus, moins, parce que par définition, je n'ai pas connu les enfants avant. Et la deuxième partie de votre question, qu'est-ce que les enfants peuvent nous apporter? Nous remettre dans un questionnement, dans l'émerveillement, dans la curiosité. C'est-à-dire que, nous refaire vivre nos rêves d'enfants, nos questions d'enfants, nous sortir de hier, ils n'arrivaient pas à ne pas lever le doigt. Donc, je leur ai dit, moi ça me stresse quand on lève le doigt, parce que quand je vois un doigt levé, j'arrive plus à écouter l'enfant qui parle, parce que je me dis, il faut vite donner la parole à celui qui a le doigt levé. Enfin bon, donc on essaye de ne pas lever le doigt, l'esprit. Alors, comme ils n'y arrivaient pas, c'est ce que je vous disais, on interroge ce qui se passe, on me dit, pourquoi on n'arrive pas, vous n'arrivez pas à lever le doigt? Donc ils commencent à discuter entre eux et tout, et puis à un moment sort un mot, habitude. Évidemment, j'ai fait le débat sur l'habitude. Et là, on a dit on va faire 2 colonnes. Une première colonne qu'on va appeler habitude et une deuxième colonne qu'on ne va pas appeler. Et puis on se réveille le matin jusqu'au coucher du soir et on va remplir les colonnes. Et on va voir laquelle est la plus remplie. Et après, une fois qu'on a fait ce petit exercice, je leur ai fait raconter la vie d'une abeille qui est en train de naître dans un jardin à Agen, et en même temps la vie d'un bébé humain qui est en train de naître à la clinique d'Agen. On a raconté la vie de l'abeille en 20 secondes et tout le monde était d'accord, et le bébé humain, ça a été un chaos. C'était le bazar, il se coupait la parole, on n'était pas d'accord, il faisait tel métier, tel truc et tout. Et ensuite, on a questionné ce qui s'est passé. Et puis on s'est demandé si on était plus du côté de l'abeille ou du bébé humain dont on avait essayé de raconter la vie. Et voilà ce qu'ils apportent, les enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans ces questionnements-là. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on va faire les 2 colonnes avec papa et maman ce soir. On a le temps pour une dernière question. Oui, bonjour, merci de votre intervention. Moi, je suis enseignante en REC+, je suis à Bordeaux. Je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'il faut investir ces terrains-là pour faire la philosophie. J'en fais depuis 1 an avec ma classe. Ça n'a pas du tout été une évidence pour moi. Et là où je ne suis pas forcément d'accord avec vous, c'est que je pense que les enseignants ont besoin d'une impulsion. Pas forcément d'une formation. Une déformation. Voilà. Peut-être qu'il faut plus une déformation qu'une formation, je suis assez d'accord. Mais je pense que l'impulsion, elle est nécessaire parce qu'effectivement, l'exercice, il n'est pas simple du tout. Et il demande de l'écoute, ça je pense que beaucoup d'enseignants en ont, mais aussi une déconstruction de son propre esprit, de ses propres idées, une ouverture d'esprit qui est importante. Je pense, pour ma part, qu'on peut aussi s'appuyer, parce qu'on est dans un cadre qui est plus normé, qui est moins spontané que quand on est parent. On va prendre les remarques des enfants, mais sur un moment précis. Le débat il va s'organiser dans un temps délimité. Donc on a quand même un cadre qui est à poser et à respecter. Et pour ça, je me dis aussi, pour revenir sur la remarque du monsieur sur les histoires, moi je m'appuie aussi sur la littérature de jeunesse qui est quand même très riche et qui permet aux enfants d'avoir un référentiel commun et de ne pas s'enfermer dans leurs histoires très particulières et parfois un peu dramatiques dans lesquelles on n'a pas trop envie d'aller fouiller sur ces moments-là. Donc voilà, en tout cas, je sais que moi personnellement, le moment d'impulsion qu'on m'a donné, c'était Mme Chiroté à l'époque, ça m'a été essentiel pour commencer ma pratique en classe. Ah oui, je suis d'accord. Et c'est là où on rejoint Madame la conseillère municipale, où je disais, c'est du travail. Il faut travailler en amont.
Il faut travailler sur ce que c'est une conduite de débat, particulièrement pour les profs. C'est beaucoup plus compliqué, par exemple, que pour moi, parce que c'est vraiment un changement de casquette, quoi. C'est sortir de ce rôle qui transmet un savoir et être dans s'interroger avec. Donc votre position, elle est beaucoup plus compliquée, en fait. Alors que moi, quand j'arrive dans une classe, ils ne me voient pas comme un prof. Il y a déjà un travail qui a été fait. Et effectivement, il y a besoin de déformation, il y a besoin de lecture. Et ce que je dis aussi quand je fais mes ateliers de déformation, je travaille beaucoup avec les bibliothécaires. Parce que les bibliothèques, c'est un lieu formidable. Justement, c'est un espace autre qui permet beaucoup ça, d'emmener les classes dans les bibliothèques et les médiathèques, pour sortir de l'école. Mais dans les écoles, vous avez raison, c'est difficile pour les professeurs et ça demande beaucoup de travail en amont. Et évidemment qu'on peut s'appuyer sur des histoires, sur des œuvres d'art, sur de la musique. Moi, je suis partie à Gennevilliers avec les classes de CEPA, j'emmenais des cantates de Bach. Voilà, je me suis appuyée là-dessus, je leur ai fait écouter ça, ils ont détesté. Et la semaine d'après, c'est eux qui m'ont amené leur musique, que j'ai détesté. Et là, donc effectivement, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les méthodologies, parce qu'il ne faut pas rentrer dans la méthode de quelqu'un d'autre. Moi, je préfère transmettre des boîtes à outils, dans lesquelles chacun va piocher, et ensuite, si vous aimez la musique, ben voilà, on part de la musique, on peut partir d'une peinture, on peut partir d'une histoire, on peut partir d'une expérience vécue. Et c'est donc, effectivement, c'est ensuite d'adapter et de partir de soi d'abord. Je dis toujours aux professeurs, n'allez pas animer des débats sur des sujets qui ne vous intéressent pas du tout. Partez pas de l'enfant, partez de vous, parce que si on s'y intéresse, ils s'y intéresseront, on le sait bien. Voilà, malheureusement, on a dépassé parce que c'était tellement intéressant. Bon, merci Brigitte, je pense qu'on peut l'applaudir.